pour cette conférence. Et je tiens à remercier la municipalité qui a accepté de nous prêter cette salle pour cette soirée et de faire la communication sur cette conférence sur l'énergie. Pourquoi cette conférence et pourquoi organisée par Cité? Donc Cité, certains nous connaissent sur Viroflec comme étant un groupe, groupe de gauche et écologique. Nous avons monté une liste pour les élections municipales de 2020, donc nous sommes 3 élus. Mais au-delà de notre activité d'élus, nous sommes constitués en association pour travailler sur des sujets qui dépassent largement le local. Et dans nos statuts, il est prévu d'organiser des échanges, des débats non partisans sur des thèmes d'intérêt général. Donc la conférence de ce soir s'inscrit dans cet objectif et est tout à fait conforme donc, au statut de notre association. Donc l'objectif de cette soirée, ce n'est pas d'avoir un point de vue partisan, c'est de partager les enjeux sur l'énergie. Et donc nous avons eu la chance de pouvoir faire appel à Christian Egal. Vous ferez le rapprochement avec mon nom de famille. Donc Christian Egal est un de mes beaux-frères et il se trouve qu'il est spécialisé donc, sur différents domaines au niveau énergétique et qui nous avait proposé en fait, de venir ici à Viroflec pour nous faire partager ses connaissances. Voilà. Donc je vous remercie d'être là ce soir. Malgré les grèves d'hier, il a pu trouver une solution pour nous rejoindre. Donc c'est parfait, mais je vais le laisser se présenter. Juste pour les questions pratiques, cette salle, évidemment, on l'a pour une durée limitée. Donc on arrêtera les questions-réponses vers 22h30 pour avoir le temps de continuer à échanger peut-être un petit peu entre nous et puis de quitter tranquillement la salle. À l'entrée, donc il y a une liste, c'est pas une liste d'émargement, vous pouvez mettre vos noms et vos adresses mail. Si vous êtes intéressé par le travail que fait notre association, on publie 3-4 gazettes dans l'année, donc vous pouvez être destinataire de nos informations et suivre ce que vous faites. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, je donne la parole à Christian. Bon, merci pour cette introduction. Merci à toutes et à toutes d'avoir pu vous rendre disponible ce soir. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc Christian Egal. Je suis ingénieur énergéticien et j'ai eu un parcours d'une quarantaine d'années dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. J'ai eu l'honneur de travailler pour la maison EDF en France, mais aussi en Europe, au Royaume-Uni, pour d'autres groupes. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine des énergies renouvelables. Ce qui, comme le disait Suzanne, ne doit pas vous amener à penser que je suis ici pour vous vendre des idées ou pour vous vendre des positions. Je suis ici pour tenter de donner de l'information, un socle d'information un peu factuel, d'améliorer un peu, de faire en sorte que chacun de vous puisse avoir des éclairages sur un sujet qui ne manque pas de complexité. Donc voilà, c'est une chose importante de préciser. L'énergie, et en particulier l'électricité, c'est un sujet complexe. Et par ailleurs, il nous concerne tous. C'est-à-dire que l'électricité, on en a tous besoin. C'est un sujet assez émotionnel. L'électricité, tout le monde est concerné. Tout le monde a un avis, surtout. C'est un produit de base, de première nécessité, comme on dit, et qui suscite beaucoup d'émotions, et parfois des débats animés. Alors c'est bien d'avoir des débats animés, mais moi je considère, et c'est un peu l'objet de la discussion de ce soir, que pour avoir un débat, il faut d'abord avoir un petit socle de connaissances et d'informations. Ça facilite le débat, et ça le rend plus rationnel. Voilà, donc c'est un sujet émotionnel,
Parfois, je me demande pourquoi, mais voilà, on a tous besoin d'électricité, et donc ça suscite énormément de débats. Il y a plein d'autres choses hein, dont tout le monde se sert, etc. Tout le monde porte des chaussettes, achète des chaussettes, mais quand le prix des chaussettes augmente, ça fait beaucoup moins discuter autour de nous. Alors en ce moment, on est dans une période où ce débat il est encore plus exacerbé. Pourquoi? Parce qu'on discute de beaucoup de choses. Il y a plusieurs sujets qui sont tout à fait d'actualité. Il y a un problème, on parle souvent du nucléaire, des renouvelables. Pourquoi? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de l'avenir? Ça, c'est un premier débat. On a un autre débat qui concerne le coût de l'énergie. On assiste depuis 6 mois à des flambées sur les coûts de l'électricité et c'est très difficile de comprendre pourquoi cela se produit, quelles sont les causes et les conséquences. Accessoirement, il y a beaucoup de discussions sur cette entreprise à laquelle j'ai eu l'honneur d'appartenir, qui est EDF, qui est un fleuron de l'industrie française qui aujourd'hui rencontre des difficultés depuis quelques années, qui a été tout à fait florissante pendant 60 ans, hein, mais qui rencontre des difficultés. Donc tout ça accumule un peu les sujets, et parfois on s'y perd pour bien comprendre. Voilà, donc ce que je propose, c'est de... Pardon, je vais essayer de... Pas tout mettre par terre. Voilà, j'ai essayé de suivre un cheminement qui va nous amener à parler un peu du système électrique, comment l'électricité ça fonctionne, de parler en particulier de la production d'électricité, qui est une partie du système électrique, comment on produit l'électricité en France, de voir un petit peu comment à partir des différentes manières de produire l'électricité, on en fait ce qu'on appelle un mix, un mélange de moyens de production d'énergie qui permettent de satisfaire à une demande. Je viendrai à parler du marché de l'électricité. Alors on en parle beaucoup, parfois avec un regard critique. On dit, oh là là, l'Europe nous a imposé un marché de l'électricité, alors qu'autrefois, tout marchait très bien. Donc, on va voir un peu quelles en sont les conditions, quels sont les avantages et les inconvénients. Évidemment, donc, tout ça va nous conduire à essayer d'expliquer d'où provient la crise qu'on a connue sur les prix de l'électricité. Et puis, une question importante, qu'est-ce qu'on fait demain? Parce que beaucoup de discussions sur ce sujet portent sur la manière de produire l'électricité. Tout le monde a un avis. Mais tout ça, évidemment, est une réflexion qui est structurée et que je vais présenter sous un certain nombre d'aspects. Et puis ailleurs en Europe, ben oui, on n'est pas les seuls. Hein, d'autres pays ont peut-être d'autres problématiques. On va essayer de faire un petit voyage un peu rapide sur l'Europe. On pourra, Suzanne, s'il y a des questions à poser, peut-être s'interrompre à l'issue de chaque chapitre pour éviter de toutes les cumuler à la fin, ce serait plus logique. Alors, un système électrique, comment ça marche? Auparavant, juste un petit mot. Je pense que beaucoup d'entre vous ont cette notion. Mais je vais forcément être amené à parler de kilowatts, de kilowattheures, de mégawatts, de gigawatts, de térawatts. Donc, essayons de ne pas être perdus. Déjà, première chose, malheureusement, on entend souvent cette confusion. Un kilowatt, ça n'est pas un kilowattheure. Un kilowatt, c'est une puissance. Et un kilowattheure, c'est une énergie. Chez vous, vous avez un compteur qui est calibré en kilowatts, qui détermine la puissance que vous pouvez soutirer de votre compteur. Le kilowattheure, c'est ce que vous consommez. Confondre le kilowatt et kilowattheure, c'est comme si on confondait la puissance du moteur de votre voiture avec la quantité d'essence que vous mettez dans le réservoir. Première chose. Et puis alors les mégas, les kilos, etc. Le kilowattheure, ben c'est 1 kilowatt consommé pendant 1 heure. Hein. C'est un fer à repasser, vous passez 1 heure à repasser, vous avez consommé 1 kilowattheure. Un mégawattheure, c'est 1000 fois cette quantité.
exemple, je dirais que dans un appartement, en moyenne, on consomme 3000 kWh dans une année, 3 MWh. Le gigawattheure, c'est 1000 fois cette quantité, et le térawattheure, c'est à nouveau 1000 fois cette quantité. Bon, allez, je ne vous demande pas de tout retenir, mais au moins, je l'aurais mentionné, et comme on va pas mal s'y référer, c'est important. Alors, un système électrique, c'est quoi? Dans un système électrique, on produit de l'électricité, on la transporte, on la distribue, et ensuite, elle est commercialisée chez le consommateur, quel qu'il soit petit, moyen ou gros. Ce schéma, déjà, avec ces 4 activités, mérite d'être bien compris, parce qu'il s'agit de 4 activités qui sont extrêmement différentes. Et d'ailleurs, dans le cadre européen, tous les pays ont adopté, c'est une règle européenne, tous les pays ont adopté une organisation autour de ces 4 activités qui est similaire. Alors, la production d'électricité, le côté gauche de notre schéma, eh bien, ce sont un certain nombre d'outils de production qui produisent, soit simultanément, soit à des périodes différentes, mais qui, ensemble, vont satisfaire à un besoin de consommation, comme on va le voir. Ces outils de production d'électricité, ils sont organisés dans un régime qui est concurrentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monopole de la production d'électricité. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. EDF, du temps, avant toutes les règles d'ouverture du marché, EDF était un opérateur majoritaire, mais il y a toujours eu des opérateurs indépendants d'EDF qui produisaient de l'électricité. Je prends l'exemple de la Compagnie nationale du Rhône, qui opère les ouvrages le long du Rhône, les ouvrages hydrauliques. Donc cette production d'électricité, elle est complètement ouverte à la concurrence, et on a donc des opérateurs que vous connaissez ou non. Parce qu'en réalité, on va le voir, ce que le consommateur connaît, c'est celui qui lui envoie la facture. Mais le producteur, souvent, il peut être connu, évidemment, tout le monde connaît EDF, qui produit une grosse partie de l'énergie, la Compagnie nationale du Rhône, Engie, ça vous rappelle quelque chose, c'était l'ancien Gaz de France, Gazelle, alors là, je ne sais pas si certains le savent, mais on a encore 2 centrales au charbon en France qui sont opérées par un opérateur qui s'appelle Gazelle. Et puis, des ouvrages hydrauliques, des ouvrages éoliens, des ouvrages solaires qui sont opérés par un très grand nombre de petits opérateurs. Je n'ai pas le nombre exact de producteurs d'énergie, mais il y en a des quantités. Donc ça, c'est le côté production. Maintenant, la production, elle est répartie dans le pays à travers un réseau qui d'abord commence par le réseau de transport. C'est comme dans un corps humain, vous avez d'abord des artères, des grosses artères et des grosses veines. C'est ce qu'on appelle le réseau de transport d'électricité. Ce sont les lignes à haute tension, au-dessus de 63 000 volts, donc, que vous voyez dans le paysage, et qui sont opérées par un opérateur unique qui s'appelle le réseau de transport d'électricité. Vous avez peut-être entendu parler de RTE, c'est l'opérateur qui est en charge de prendre les électrons là où ils sont produits et de les emmener au travers des lignes à haute tension dans l'ensemble du territoire. Et là, on n'est pas du tout dans une activité concurrentielle. Dans toutes ces opérations de réseau, c'est comme pour les télécoms, c'est comme pour les chemins de fer, on ne peut pas avoir une concurrence entre des lignes à haute tension, ça n'aurait pas de sens. Donc là, on est dans une activité que l'on appelle régulée, c'est-à-dire que le RTE est opérateur unique. Il réalise ses travaux et il vend ses prestations selon un cahier des charges qui est complètement contrôlé par l'État, qui est régulé, et dont les coûts sont répercutés, on va le voir, sur les factures. Donc son rôle, c'est de transporter l'électricité, mais pas seulement, c'est aussi, une fois que l'électricité est arrivée à destination, la plupart du temps, cette électricité est ensuite reprise par les distributeurs, mais elle peut être aussi vendue à des très gros consommateurs.
Son rôle, c'est également de développer le réseau. Le réseau, c'est quelque chose qui bouge, qui change en fonction des besoins, en fonction des productions. Et puis, surtout, c'est extrêmement important, c'est le réseau de transport d'électricité, c'est lui qui est en charge d'assurer la stabilité du réseau. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire qu'à tout moment, ce qui est produit, ce qui est une correspondance totale entre ce qui est produit, ce qui circule sur le réseau, et la consommation. Cet équilibre entre la production et la consommation, c'est un des principaux rôles du réseau de transport d'électricité. Celui qui produit, il envoie son énergie sur le réseau. Ce n'est pas lui qui peut être responsable de ce qui se passe derrière, donc c'est le RTE qui est responsable de cette tâche, en termes d'équilibre, de qualité, etc. Voilà, donc c'est une activité régulée, non concurrentielle, opérateur unique, et dont les coûts sont répercutés aux consommateurs. Dans les autres pays européens, c'est la même chose. C'est-à-dire sur chaque territoire, on a un opérateur unique. Alors il se trouve que dans certains pays, je travaillais au Royaume-Uni, il y a 2 ou 3 équivalents RTE, mais sur des territoires différents. Lorsque l'électricité est transportée par RTE, RTE il fait de la vente en gros, enfin il fait circuler l'électricité sur la haute tension, les grandes lignes. Et puis ensuite, lorsque l'électricité arrive au niveau local, départemental ou local, le relais est pris par les réseaux de distribution. Ce qui arrive chez vous, ce n'est pas des lignes à haute tension, ce sont des lignes à basse tension, et entre les deux, il y a tout un réseau de maillage extrêmement précis qui est organisé par ce qu'on appelle des distributeurs d'électricité, dont le principal, est bien connu également, s'appelle Enedis. Mais ça n'est pas le seul. Ça n'est pas le seul. Il existe sur certains territoires des régies de distribution d'électricité qui ont exactement le même rôle qu'Enedis. C'est chaque territoire en fait qui décide à qui il va demander de distribuer l'électricité localement. Donc c'est un peu différent de RTE. RTE est absolument partout en France. Au niveau de la distribution, la plupart du temps on a affaire à Enedis, mais on a par exemple à Grenoble, on a une société qui s'appelle Gaz et Électricité de Grenoble qui opère cette tâche. On n'a pas affaire à Enedis à Grenoble, alors j'ai mentionné ici à Sallanches, dans tout le département de la Vienne. Donc ce sont des activités qui sont également régulées, c'est-à-dire qu'elles sont sous le contrôle de l'État, du régulateur, mais qui peuvent être opérées par des opérateurs différents. Et ça c'est souvent historique, car ces régies dont je parle, en fait, c'est l'histoire de l'électricité. Quand l'électricité a commencé à se déployer, il y a un siècle, on avait des producteurs et puis des distributeurs locaux, rien n'était interconnecté, ça coûtait très cher et ça tombait tout le temps en panne, donc c'est pas forcément mieux avant. Et puis donc voilà, quand en 1946 on a créé EDF avec toute la distribution, etc., certains territoires ont conservé des périmètres où ils ont gardé leurs opérateurs. Et lui aussi, de la même manière que RTE, Enedis, ils sont en charge évidemment d'amener l'électricité chez vous, mais également de développer le réseau s'il y a des nouvelles implantations, des nouvelles industries ou des nouvelles productions, notamment renouvelables. C'est Enedis qui procède à l'extension de son propre réseau. Ce qui fait qu'en réalité, il faut bien savoir, c'est que quand l'électron arrive chez vous, sa qualité en fait, ne dépend pas de la manière dont il a été produit à l'origine, il dépend particulièrement de la manière dont il est distribué. Voilà, et puis, à l'autre bout, vous avez des gens qui vont vous vendre l'électricité. Chacun de nous, on a un fournisseur d'électricité qui n'est pas forcément un producteur, qui est un fournisseur à qui vous allez conclure un contrat d'achat d'énergie, un contrat commercial. Donc cette activité de commercialisation, elle est bien différente de celle de la production. Elle consiste en fait c'est une activité commerciale. Le commercialisateur va vendre l'énergie, il va vendre des électrons
et il va répercuter également les coûts qui correspondent au réseau RTE et Enedis. Alors les gens qui commercialisent l'électricité, eh bien jusqu'à 2007, à peu près, le marché n'était pas encore complètement ouvert, on avait un accès assez limité à ces commercialisateurs. EDF avait un certain monopole, pas sur les zones dont j'ai parlé tout à l'heure où des régies opèrent, mais en gros, le marché n'était pas ouvert, on n'avait pas le choix de l'opérateur. Depuis 2007, tout le monde ne le sait pas, mais depuis 2007, vous pouvez acheter votre électricité à n'importe qui. À n'importe qui, enfin, il y a des conditions pour être commercialisateur, mais c'était l'effet de l'ouverture du marché à la concurrence. Donc, tout ceci est en quelque sorte résumé ici. Vous avez des producteurs d'un côté, le réseau de transport, le réseau de distribution et des commercialisateurs. Si bien qu'à la fin, alors moi j'ai scanné ma propre facture et il se trouve que je suis un client d'EDF. Je suppose qu'il y en a d'autres dans la salle. Donc, sur une facture d'électricité, si vous êtes client d'EDF, évidemment, elle portera l'entête d'EDF, et vous allez avoir, ce qui est le cadre rouge, en fait, tout ce que vous payez pour votre énergie. Mais ce qui est subtil, c'est que à l'intérieur de ce cadre rouge, vous ne voyez pas le détail, mais en fait, vous avez, ici, il se trouve que la facture s'élève à 188 €, mais dans chaque ligne, on a don acheminement, c'est-à-dire on a 15,57 € qui rémunèrent le réseau de transport et le réseau de distribution, donc RTE et Enedis, pour les services rendus. Donc ça, on ne le voit pas forcément, mais voilà, le commercialisateur d'électricité, en fait, il va tout agréger sur sa facture, il a l'obligation de répercuter les coûts de transport et de distribution, et en fin de facture, il y a quelques autres lignes qui sont des taxes, qui sont au nombre de 3 ou 4. Si j'avais acheté mon électricité à Engie, ben j'aurais une en-tête Engie avec exactement la même chose, sauf que ce qu'il y a dans le pavé rouge, mis à part ce qui est répercuté au réseau de transport et de distribution, c'est une offre commerciale, elle peut être différente selon l'opérateur. Voilà, donc j'ai passé quelques minutes donc, sur la présentation du système électrique. Donc pour nous, Français, c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'il y a encore 15 ans, c'était quasiment EDF partout. Aujourd'hui, la production, c'est clairement, il y a EDF en grande partie, mais il y en a d'autres. RTE est une filiale à 50% d'EDF, les autres actionnaires étant la Caisse des dépôts et la CNP. Enedis reste une filiale d'EDF, mais pas les autres régies. Et puis parmi les commercialisateurs, il y a beaucoup d'opérateurs. Alors quand on est commercialisateur, on peut être commercialisateur et producteur en même temps. Il est évident que EDF vend l'énergie qu'il a produite, mais on peut aussi être commercialisateur sans être producteur, et on peut être producteur sans être commercialisateur. Voilà, je ne sais pas s'il y a à ce stade, on peut peut-être ouvrir s'il y a 2 ou 3 questions. Mais il fait quoi le commercialisateur? Le commercialisateur, évidemment, il va disposer d'énergie, soit qu'il ait produite, soit qu'il ait lui-même achetée pour la vendre à son client. Donc c'est comme l'épicier. L'épicier, il ne fabrique pas les pommes, les oranges et la semoule. Il les achète, il les vend au détail. Donc c'est le même type d'activité. Avec des conditions qui peuvent être, qui sont tout à fait ouvertes à commerciales. On peut vendre de l'énergie, alors je ne parle pas du consommateur lambda, mais quand vous vendez à un industriel, l'industriel il va peut-être souhaiter un prix fixe pendant une certaine durée, ou variable, ou avec des conditions particulières. Donc il y a tout cet artifice commercial qui est mis en place. Les fameux compteurs verts, la fondation dans les lieux, c'est imposé par un distributeur ou c'est national? Linky ? Oui, voilà, c'est un produit imposé. Alors,
ça fait partie, le Linky appartient au distributeur, hein, donc à Enedis. J'ignore si je pense que les régies, les autres opérateurs l'ont aussi. Donc ça fait partie c'est le dernier élément du réseau de distribution. Donc c'est imposé, je ne sais même pas si on a le droit de l'imposer, mais enfin c'est une politique de déploiement qui a été mise en place au niveau national, par Enedis. Je ne prononcerai pas si c'est bien ou pas bien. Oui, une simple question. L'électricité est achetée au même prix par tous les commercialisateurs ou pas? C'est une pseudo-confiance finalement, ou pas? Alors, non, je vais y venir, mais le commercialisateur, vous pouvez avoir des purs traders. Alors on a beaucoup critiqué ces gens-là, mais c'est des opérateurs comme les autres, c'est-à-dire des gens qui achètent l'électricité en gros et puis qui la revendent au détail. Bon, et puis vous avez des gens qui la produisent elles-mêmes. Quand EDF produit sa production nucléaire, il va la vendre. Voilà, donc il y a une très grande diversité de commercialisateurs. Mais j'ai préparé 2 ou 3 slides pour bien présenter comment tout ça fonctionne. Excusez-moi, j'ai entendu dire aussi qu'on pouvait nous taxer de 8 € et des brouettes, 8,50 € sur les compteurs Linky. Vous avez entendu parler de ça? Non. Ah, je l'ai lu dans la presse. Incroyable. Non, je l'ignore. Ben, voilà. Ouais. En fait, les gens qui refusent, vous devez faire une déclaration sur votre... Non, En fait, vous devez faire une déclaration sur votre consommation. Si vous ne le faites pas et qu'on est obligé d'envoyer quelqu'un pour faire un repas chez vous, vous payez 8,50 €. D'accord. Merci. À propos du compteur Enedis, du compteur vert, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, il faut bien mesurer la consommation. Absolument. C'est pour ça que je ne donne pas d'avis, je ne sais pas s'il faut en avoir un, mais le dernier bout de la chaîne, c'est le compteur. Étant ex-technicien, effectivement, les compteurs analogiques, je dirais, risquent d'être moins précis que le compteur actuel. Et puis moins de possibilités, puisqu'on peut les télécommander pour les couper. Pour des coupures d'électricité ciblées ou non ciblées, que quartier. Alors, je vais passer à un petit peu... Excusez-moi. Par contre, je constate une seule chose, c'est que je vois beaucoup de maisons qui ont des ventouses pour relever l'électricité. Alors qu'on annonce que 98% des Français ont le compteur vert. Je ne suis pas spécialiste. Voilà. Alors maintenant, faisons un petit tour sur les divers moyens de production d'électricité, puisque c'est un des aspects qui suscite le débat. Essayons de les présenter de manière avec un peu de recul. Alors ça, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Si on prend la situation actuelle d'aujourd'hui, de ce qu'on appelle le mix électrique de la France, de quoi est-il constitué? Quelles sont les centrales qui sont installées en France pour produire de l'énergie? Là, c'est un panorama général, je vais rentrer un peu dans le détail. Et donc, on a du nucléaire, aujourd'hui 61,4 gigawatts, donc 61 400 mégawatts. On a pas mal d'hydroélectricité, donc des barrages, et là c'est indépendamment des producteurs, hein, c'est global. Hein. On a donc des barrages qui sont soit des barrages de montagne avec du stockage, soit des barrages au fil de l'eau, comme sur le Rhône ou d'autres rivières. 25 000 mégawatts. On a de l'éolien. Alors là c'était en 2021, mais aujourd'hui c'est un peu plus, donc 18 800 mégawatts. Et là je parle en puissance. Hein. Giga. Pardon. On a pas mal de photovoltaïque, alors tout confondu, hein, le photovoltaïque pouvant être à la fois des petites installations sur des toitures ou des très grosses installations au sol.